Merci beaucoup Boris, merci aussi à Odile, merci à Thomas pour tous ces éclairages sur ce fait d'histoire sur lequel nous venons de recevoir différents des éclairages qui ne vont pas tellement dans le sens de l'acceptation du terme génocide pour ce qui s'est passé en pays Bamileke et en pays Bassa. J'espère que vous avez des questions à ce sujet. Et nous allons passer tout de suite à vos questions. Je vous prie de vous présenter si vous avez une question ou si vous n'avez pas de questions, si vous avez un commentaire, d'être le plus concis possible pour permettre à ce que tout le monde puisse s'exprimer. Et on va prendre 3-4 interventions et ensuite, il y en a déjà 5, et ensuite on va passer à la table. Je laisse Fanny trouver les personnes. Bonsoir, Raymond Zoller, non spécialiste de l'Afrique, journaliste. Dans le cadre de ce livre, Le Gros Pavé, Cameroun avec un cas, ça donne le prétexte à quelques questions. Je ne sais pas si ça peut éclairer votre combat ou nos lumières pour éviter ou freiner d'autres génocides ultérieurs. Par exemple, les textes horribles de Mitterrand. Est-ce qu'il a beaucoup changé à la fin de sa vie sur le sujet? Pour faire très court, vous avez évoqué dans les 100 premières pages l'utilisation du napalm au Cameroun. Est-ce que c'était systématique, généralisé ou accidentel entre guillemets? Troisième question, le réarmement moral, une organisation anglo-saxonne dite chrétienne, soi-disant anticommuniste, à Caux sur Montreux, aurait favorisé des réunions, des rencontres. Et je vois les allusions à la CIA. Est-ce que ça veut dire que la CIA a infiltré le réarmement moral ou les groupes libérateurs, entre guillemets, du Cameroun? Et pourquoi ne pas avoir cité dans ce livre le Conseil œcuménique des Églises? Il me semblait qu'ils avaient instillé certaines actions pacifistes ou de médiation, comme on l'a fait souvent, notamment avec ou sans le réarmement moral. Et puis je voulais juste dire que ce bouquin, on ne parlera pas de Ossares, le général, ni de Jacques Vergès, ni de Feucard, parce que ce sont les malheureuses évidences. Merci. Voilà. Ça marche. Hein. Alors, Jean Bignette. Alors moi, je suis Bassa, hein, donc du Cameroun. Je mets un. Ok, vous me voyez alors. Donc, je m'appelle Jean Bignette, hein, je viens du Cameroun, je suis Bassa. Voilà, je suis un Bassa. Donc, ce que je voulais dire, c'est que moi, j'ai vraiment suivi les exposés avec beaucoup d'intérêt. Et ce que madame a dit m'a beaucoup touché parce qu'il y avait un problème d'effacement à la mémoire. Moi, j'étais encore au Cameroun au mois de mai. Je vois que quand vous parlez de ça à un Camerounais, le Camerounais ne vous regarde même pas. Donc, le problème, il est même chez nous, il est encore pire que chez nous. Donc si on attend que les Français reconnaissent, pourquoi ils reconnaîtraient? Voilà. Personne ne dit à Sarkozy qui va revenir qu'il a foutu la mer en Libye. Mais il va revenir. Alors s'il revient, qu'est-ce qu'il va encore faire d'autre? Donc on n'a rien à attendre de la France. Et c'est tout à fait normal que la France ne reconnaisse pas. Parce qu'ils avaient des intérêts. Voilà. Alors moi, ce que j'attends des intellectuels, ce n'est pas une discussion sur génocide, pas génocide. Le problème, c'est que la mémoire a été effacée. On fait comment pour un logiciel de recouvrement de la mémoire? Et le paradoxe, c'est que les Bamileke qui ont souffert avec les Bassas ont été complètement marginalisés parce que plus extravertis que les Bamileke. Les Bamileke, ce sont les gens qui, paradoxalement, ils ont gardé la culture, et c'est eux qui, au Cameroun en ce moment, sont le mieux à même de reconstruire. Bon, je m'inscris en faux, j'aurais peut-être beaucoup d'ennemis, mais ce qui est curieux, c'est que eux, ils ont gardé la culture. Voilà. Et peut-être que l'espoir, c'est eux qui le portent. Voilà. Donc moi, pour conclure, ce que j'attendais de vous, c'est un petit peu le comment. Ce n'est pas le constat éternel. Vous voyez? Je vous remercie. Merci. Je suis Benjamin Traoré.
Je voudrais juste commencer par remercier l'ensemble, n'est-ce pas, de ceux qui ont exposé. Et je voudrais pour ma part juste revenir sur la question, n'est-ce pas, très discutée de la définition même du génocide, puisque finalement c'est ce qui est au cœur, à mon avis, de cette activité. Et je rejoins effectivement l'ensemble des intervenants sur leur point de vue concernant la difficulté effectivement à définir ce concept. Et il faut dire que c'est un concept qui est tout à fait polysémique. Je voudrais néanmoins insister sur le fait que la définition, le génocide a fait l'objet d'une définition juridique et le droit a ceci de particulier, à mon avis, que souvent il enlève de façon autoritaire certaines questions des débats théoriques et qu'il en donne en fait une définition fixée, à mon avis, pour de bon. C'est ce qui a été en fait juridiquement le cas de la définition du génocide, définition qui a été pour la première fois donnée effectivement par la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide 1948. La définition a été reprise par un certain nombre d'instruments internationaux, notamment les statuts des tribunaux ad hoc qui ont été créés dans les années 90, le Rwanda, l'ex-Yougoslavie. Et la définition figure en ce moment dans le statut de la Cour pénale internationale. C'est exactement la même définition que celle qui a été adoptée en 1948 et dont la teneur a été donnée ici par M. Boubacar Bory Diop. Et de cette définition, je pense qu'il est impératif de retenir que le génocide, c'est un crime qui est difficile à établir. C'est une définition très stricte qui exige effectivement qu'un certain nombre d'actes aient été commis, mais que ces actes aient été commis en destination d'un groupe spécifique qu'il faut identifier parmi 4 groupes. Un groupe racial, ethnique, religieux ou national. Vous conviendrez avec moi que chacun de ces 4 groupes, chaque notion qui est derrière chacun de ces 4 groupes est difficile à définir. La notion de race est difficile à définir. Les anthropologues, les sociologues et tous ceux qui s'intéressent à la question n'ont pas... Est-ce que vous pouvez arriver au fait, parce qu'il y a beaucoup... Oui, c'est un commentaire et je voudrais quand même qu'on me permette juste d'exprimer mon point de vue, mes idées sur la question. Je sais qu'effectivement nous sommes un peu en retard et j'en suis tout à fait conscient. Alors, tout ça pour dire effectivement que c'est difficile finalement de démontrer et je m'inscris un peu dans la même veine que tout ce que vous avez dit et à mon avis finalement la question ne se trouve pas tant sur le point de savoir s'il y a eu génocide ou pas génocide. En réalité il y a d'autres crimes qui caractérise en fait dans l'ordonnancement juridique international la criminalité collective et j'ai été très content justement d'entendre certains des intervenants parler effectivement de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité. Ce sont des qualifications qu'on peut à mon avis retenir et pour le genre de situation qui s'est déroulée, n'est-ce pas, au Cameroun. Et moi je voudrais justement, puisque il me semble que je dois m'arrêter là. Et je voudrais dire qu'au-delà, n'est-ce pas, de la paille des mots, il faut aller saisir finalement le grain des choses. Et ce qui s'est passé effectivement relève d'une criminalité étatique et d'une criminalité de masse qui implique forcément les responsables. Il faut établir ces responsabilités. Il faut maintenir effectivement la mémoire sur l'ensemble de ces questions et c'est comme ça effectivement à mon avis qu'on peut aller de l'avant. Je voudrais vous remercier pour votre patience et je suis encore une fois désolé si j'ai juste voulu faire un commentaire. Merci. Merci. Ici devant. Merci à la jeune sœur
crois que moi je commencerai d'abord, je suis El Hadj Abdoulaye Lelouma Diallo, je suis guinéen et actuellement je représente l'ensemble des syndicats africains à l'Organisation internationale du travail. J'ai tout simplement, encore une fois, félicité l'UPAF pour cette initiative et faire quelques modestes suggestions. On a parlé de Moumié. Moi, j'ai connu Moumié en personne. Je l'ai connu en personne. Quand il a été chassé du Cameroun, il est allé au Caire. Et quand la Guinée a eu son indépendance, il est venu à Conakry. C'était lui l'interprète de Kwame Nkrumah, quand il est venu en 1959 rendre visite à la Guinée. Et j'ai encore sa photo ici. Et c'est pour dire que même sa mort, il était à Genève. Il a été empoisonné avec la mer rouge. Un poison qui vous tue dans quelques jours. Et c'est son cadavre qui a été rapatrié à Conakry. Et en Guinée, il y a des écoles qui portent son nom. Parce que pour nous, c'est un des combattants. Mais, et aussi, il a participé à beaucoup de réunions. Vous voyez ici, Félix Moumié, pendant la conférence panafricaine à la Bourse du Travail à Conakry. À cette conférence panafricaine, il y avait Nelson Mandela et tous ceux qui luttaient pour l'indépendance. C'est pour me féliciter que l'UPAF a eu des initiatives de ce genre. Et comme on dit les différents conférenciers, je retiens ce que notre sœur a dit. Le plus grand problème que nous avons aujourd'hui en Afrique, c'est la falsification de notre histoire. Moi, quand j'étais au lycée, j'ai appris que Samori était un sanguinaire. Alpha Yahya Diallo, c'était un roitelet. Et comme aujourd'hui, comme elle l'a si bien dit, avec la jeune génération, il faut tout faire pour réécrire notre histoire par nous-mêmes. Et il faut se féliciter de l'initiative de Matarbo, de Kizerbo et d'autres, et l'Union africaine, parce qu'aujourd'hui il y a 8 volumes écrits sur l'histoire de l'Afrique. Et la jeune génération, je vous encourage, à la bibliothèque au Palais, vous avez ces 8 volumes, en anglais et en français. Et on a demandé même qu'ils les traduisent dans d'autres langues. Donc, se féliciter de ça. Dernier point, encore une fois que des réunions de ce genre pour des anniversaires, parce que il y a 40 ans, Amilcar Cabral, il a été tué à Conakry, assassiné. C'est tout juste il y a 3 jours, c'était le 40e anniversaire. Nous savons très bien ce qui est arrivé à Thomas Sankara, à Patrice Lumumba et à d'autres. Et chaque fois, je souhaiterais qu'avec notre UPAF, quand il y a des occasions de ce genre, qu'on les commémore, mais surtout rétablir la vérité historique. Et je souhaite que de telles rencontres puissent se faire pour que la jeune génération apprenne d'où on est venu. Je conclus, nous sommes dans la société de l'information et de la communication. Quand il n'y a pas la vérité, c'est le mensonge qui gagne. Or, le mensonge prend l'ascenseur, mais la vérité prend l'escalier. Et la vérité finit toujours par triompher. Merci encore aux conférenciers. Encore une ou deux interventions et puis on passe au parler. Oui, bonsoir. Je m'appelle Donald Hall. J'habite en France. Je fais partie de Survie. J'ai quelques questions, mais assez brefs. Pendant les événements au Cameroun, à l'époque, quelle était l'attitude de la Grande-Bretagne qui occupait l'autre moitié du Cameroun? Quelle était l'attitude des États-Unis qui était la première puissance mondiale et qui, à mon avis, avait un certain pouvoir de levier sur la politique extérieure de la France? Et troisièmement, est-ce que les médias anglo-saxons à l'époque, les événements au Cameroun, est-ce qu'ils ont relayé ce qui se passait ou est-ce que c'était gardé sous silence? Voilà. Merci.
Encore une dernière personne, et puis... Bonsoir, je m'appelle Ariane Mawafo, je suis étudiante en master à l'Université de Genève. Alors c'est déjà un grand honneur pour moi de voir tout ce panel, merci beaucoup à vous d'être venus. Je voudrais juste vous rassurer en quelque sorte parce qu'il y a pas mal de pessimisme quand même qui se dégage de vos différentes interventions. La relève elle est à peu près assurée, la mémoire elle est là, elle est vivante. Nous les jeunes, nous savons ce qui se passe. En tout cas, bon, personnellement, moi j'ai commencé à apprendre ce qui se passait quand j'ai commencé un travail, bon, en tout cas le master en littérature africaine à l'université de Yaoundé. Parce que moi je suis camerounaise, je suis Bamileke, et en fait j'étais vraiment pas au courant de toutes ces dissensions, bon, en dehors de celles qui pouvaient exister dans les cours de récréation avec mes camarades qui provenaient d'autres ethnies, mais je ne savais pas l'ampleur de ce qu'il y avait. Mais je voudrais quand même vous rassurer, il y a plein de gens qui savent ce qui se passe. Il y a à travers la chanson, je crois que c'est celui qui chantait Ernest Wandi Dewe, je ne sais plus trop comment il s'appelle. À travers la chanson, il y a des sortes de prise de conscience, comment dire. Tout ça, pour moi, en tout cas, c'est à travers l'éducation. C'est, je crois, dans le dialogue avec Ambroise Com, qui a d'ailleurs été un de mes enseignants à l'université de Yaoundé 1, le dialogue qu'il a eu avec Mongo Betty, dans Mongo Betty parle, Mongo Betty précise bien que c'est à travers l'éducation seulement que l'on pourra pallier à ce genre de situation. C'est à travers l'éducation qu'on pourra, comment dire, à faire ce devoir de mémoire. Et tant qu'il n'y a pas d'éducation, tant que nos livres dans les lycées, dans les collèges continuent à être Molière, le malade imaginaire, c'est pas que je n'aime pas Molière, mais je préfère largement Mongo Betty. Tant que ça reste ce type de bouquin, moi je pense que... Donc ce que moi j'attendrais des intellectuels aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'il pourra aller sur le devant à l'éducation, au ministère de l'Éducation nationale, mettre le point carrément sur la table et décider. Donc voilà, les gens, la Chine, le Japon, c'est bien, mais il faudrait d'abord savoir ce qui se passe soi-même ici, chez nous. Comment est-ce que les intellectuels parviendraient à faire ça? Moi, mon travail de mémoire, de master, va porter sur Mongo Betty. Je n'ai pas encore défini le livre, je pense à l'histoire du fou, mais mon travail de master de mémoire va porter sur lui, c'est ma propre contribution. J'ai récemment écrit un article, un dossier sur les raisons pour lesquelles il n'y a pas de littérature, de chaire de littérature francophone à l'Université de Genève, ce que je trouve absolument bizarre et absurde, pour essayer de secouer les choses, essayer de poser des questions autour de moi. Et ce que j'ai essayé de soulever, c'était, ce que j'ai pu trouver dans mon enquête, c'était que le problème de définition, comme M. Thomas l'a bien relevé, il y a de la peine à définir clairement ce que c'est que génocide. C'est à peu près la même chose aussi. Pourquoi il n'y a pas de chaire de littérature francophone? C'est parce qu'il y a de la peine à définir vraiment ce que c'est que la littérature francophone. Merci. Alors on va revenir au panel. Peut-être, je pense que la dernière interpellée, c'est Madame Dobner. Peut-être on commence avec vous. Oui, sur une question, un détail très précis qui nous a été posé, une question, la Grande-Bretagne. Alors, effectivement, le Cameroun anglophone est quand même limitrophe du Nigeria, et les Maquis dans l'Ouest trouvaient à se réfugier. D'ailleurs, les leaders ont souvent été réfugiés au Nigeria, mais la France y a mis bon ordre. Elle a intimé aux Anglais l'ordre de ne absolument pas ni permettre la circulation des gens vers le Nigeria. Et à ce moment-là, les maquisards camerounais ont été pourchassés par les Anglais. Parce qu'à ce moment-là, c'était encore le Cameroun, c'était encore les Anglais qui étaient à ce moment-là dans le gouvernement du Nigeria. Donc, à ce moment-là, les maquisards ont dû, quand ils sortaient du Cameroun, ils
ils ont été en Égypte. C'est à ce moment-là qu'ils ont été en Égypte, d'abord chez Nasser, et puis après à Conakry. Il y a un accord entre les puissances occidentales, elles ne se font pas de misère entre elles. Donc les Occidentaux n'ont pas soutenu du tout les maquis camerounais contre les Français. Dans la mesure d'ailleurs où ça épousait bien la ligne de l'Occident, puisque l'UPC était accusé d'être communiste, ce qu'ils n'ont jamais été, d'être marxiste aussi. Enfin, c'était la guerre froide. Il fallait exterminer tout ce qui ressemblait de près et de loin à un communiste. Et donc, de ce point de vue-là, c'était un accord entre tous les Occidentaux, hein, quels qu'ils soient. Ils n'ont pas du tout été contre la répression des Français. Sur ce point, il y avait peut-être une autre question plus précise pour moi, mais sinon, c'est... voilà ce que je pouvais dire pour... Quant à la presse anglo-saxonne, elle est plus libre, bien sûr. Je suis sûr qu'on a trouvé dans la presse anglo-saxonne mais je n'ai pas d'exemple précis à vous donner. Mais il est évident qu'il y avait sûrement plus d'articles qui informaient sur ce qui passait au Cameroun, mais la presse anglo-saxonne n'est pas alignée sur son gouvernement comme la presse française est alignée sur les positions extérieures de la France. Très rapidement, parce que je crois que beaucoup de questions, Thomas va y répondre. Si Mitterrand a changé à la fin de sa vie, comment recouvrer la mémoire? Et la question de l'éducation, j'y vais très rapidement. Non, bien sûr que Mitterrand, il n'a pas changé à la fin de sa vie. Au fond, en 1994, Mitterrand, même du point de vue de la santé, il n'est plus que l'ombre de lui-même. Et ce qu'on découvre d'ailleurs, c'est que en fait, en ce moment-là, à l'Élysée, sur les questions africaines et même sur d'autres questions, celui qui prend les décisions majeures, c'est Hubert Védrine. Voilà, dont on connaît la pensée anti-atlantiste, qui aujourd'hui encore, oui, qui est un peu, comment dire, obsédé par les anglo-saxons, par le fait que la France doit conserver coûte son influence sur le continent, et qui aujourd'hui, lorsqu'il parle du Rwanda, ben écoute, bon, il balaye du revers de la main. Il y a cette fameuse phrase de Mitterrand: dans ces pays-là, un génocide, ce n'est pas trop important. Phrase rapportée par Patrick de Saint-Exupéry à l'époque au Figaro, qui n'a jamais été dit. Mais j'ai fait allusion à une conférence de presse après le sommet de Biarritz. Il y a un autre journaliste, américain d'ailleurs, je crois, qui interroge Mitterrand sur le génocide des Tutsis. Il répond: de quel génocide voulez-vous parler? De celui des Hutus contre les Tutsis ou de celui des Tutsis contre les Hutus? Et à la fin de cette pitoyable prestation, ne sachant pas qu'il était enregistré, il se tourne vers quelqu'un qui est assis à côté de lui, et voilà, ce journaliste qui voulait m'emmerder sur le Rwanda, je l'ai bien mouché, n'est-ce pas? Le problème, c'est que dans le Lex de Mitterrand, vous avez ce film, je crois, de 5-6 heures de Patrick Rothman, qui a fait le truc sur mai 68. Et il en a fait une série consacrée à un documentaire à Mitterrand, 5-6 heures. Mais tu as tout le parcours de Mitterrand. Mais il n'y a pas une seule fois le mot Rwanda. Je crois que celui qui résume le mieux cette question, c'est Jacques Julliard, qui dit dans une de ses chroniques du Nouvel Observateur, bon, que finalement l'histoire c'est une affaire de longue haleine et que tôt ou tard, François Mitterrand sera jugé sur son attitude au Rwanda.
sur le fait qu'il y a eu le génocide des Tutsis, qu'il était président à l'époque, et que si les Français n'ont pas tenu les machettes, comme dit Julien, la France a été profondément impliquée dans ce génocide, et oui, c'est ça. Je pense que l'histoire personnelle, politique de Mitterrand est lacunaire, parce que le volet concernant le génocide refera surface. Après tout, c'est aujourd'hui seulement que Jean-Pierre Cos écrit un livre concernant le rôle spécifique de Alain Juppé au Rwanda. Mais comment recouvrer la mémoire, la question de l'éducation? Finalement, je pense que, voilà, ce sont des choses trop sérieuses pour qu'on les laisse à la discrétion des États. Ce sont pour moi, que ce soit la question de la mémoire, de l'éducation, ce sont des initiatives citoyennes qui sont décisives, mais elles sont décisives sur la durée. Vous savez, moi je me souviens très bien que pendant très longtemps, la presse française mainstream, comme on dit, ne voulait pas utiliser le mot France-Afrique, que ce soit Le Monde, Libé, etc., parce que, évidemment, c'était des gens comme Stephen Smith qui étaient là, en position de pouvoir. Ça aurait été faire trop d'honneur à quelqu'un comme Verschaar. Mais aujourd'hui, le mot France-Afrique est entré dans le langage courant. C'est une association comme Survie, qui ne comporte pas beaucoup de membres, mais qui sait se démultiplier sur le territoire français. Dans quelques jours, le 27 septembre précisément, dans un petit village, Uzès, moins de 500 habitants, il y aura 3 journées sur le génocide des Tutsis du Rwanda. Guillaume Ancel, le capitaine de l'armée française, qui dit qu'ils avaient reçu l'ordre de bombarder les positions du FPR, et qui a publié d'ailleurs un livre sur le sujet, Guillaume Ancel, il sera là-bas, il va parler. J'étais à Kaja il y a quelques semaines. Les gens de Survie, ils se démultiplient. Et donc, oui, il y a ils ont parlé d'Areva, ils ont parlé du Rwanda, ils ont parlé de tout. Non, je pense que quand même, c'est à nous qu'il appartient maintenant, sur le continent africain, de faire le travail. Bon, ça commence à venir, mais franchement, au Sénégal, on parle du Cameroun, mais tout le monde ouvre de gros yeux. On le sait, le Cameroun c'est Eto'o, hein, le footballeur, c'est terminé. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé dans les années 50? Ça n'intéresse personne. On parle du Rwanda, bon, ça dépend des pays. Moi, par exemple, au Sénégal, j'emmerde tout le monde, et là, mon université, le 10, le 11 et le 12 juillet, a consacré 3 jours au génocide des Tutsis du Rwanda. On aurait pu peut-être, voilà, aujourd'hui, mais je n'y suis pas, ou voilà, dans d'autres pays, etc. En Afrique doit faire les choses. Donc, madame, mademoiselle, excusez-moi, je ne sais pas trop. Il ne s'agit pas d'aller dire au chef d'État, voilà, voici ce qu'il faut faire, tapez sur la table, parlons de l'Afrique. Non, travaillons modestement, en sachant que c'est sur sa durée, voilà, c'est ce que Verschaar a compris, que ces choses-là se font, mais ces chefs d'État, leur horizon c'est la prochaine élection, puis ils ont tellement peur de Paris, etc., leur parler de l'histoire de l'UPC à un ministre camerounais, je crois qu'on réussira juste à l'effaroucher. Voilà. Alors que si les citoyens, comme nous le faisons nous aujourd'hui, font chacun son job dans le coin, ça a l'air de rien, mais au bout de quelques années, ça peut donner des résultats. Voilà. Moi, le problème, c'est qu'il y a des questions très précises et d'autres un peu moins précises. Simplement sur le napalm, c'est l'autre terme qui a apparu très souvent pour parler de la guerre au Cameroun. Y a-t-il ou non du napalm?
Alors bizarrement, ça fonctionne un peu comme le terme génocide, c'est-à-dire que encore une fois, c'est un terme qui frappe très fort, qui rappelle le Vietnam, etc. Et effectivement, cette idée qu'il y a eu du napalm au Cameroun est apparue dans les années 60 dans la littérature des militants nationalistes camerounais, notamment ceux qui étaient en Europe et qui participaient aux manifestations contre la guerre au Vietnam. On considérait qu'il y avait eu du napalm au Cameroun. Ça, c'est, à vrai dire, c'est assez dur de le vérifier. Nous, on s'est contenté de regarder ce qui avait été fait sur le sujet. Pour le coup, on n'a pas fait d'investigation particulière là-dessus. Mais on sait qu'il y a eu des témoignages qui racontaient des bombardements qui ressemblaient à du napalm, en tout cas. Mais que les analyses des terrains, analyses scientifiques des terrains qui auraient été bombardés au napalm n'ont pas été concluants. Donc, apparemment, les témoins ont désigné des terrains, le terrain a été analysé par des laboratoires américains et il n'y avait pas de napalm dans les terrains. Bon, le problème de ça, c'est que bon, c'est difficile d'être sûr. En tout cas, dans les archives françaises, on n'a pas trouvé les mêmes catégorisations qu'en Algérie, où on parlait des bidons spéciaux. Pour l'Algérie, ça voulait dire napalm, en langage codé des militaires. On n'a pas retrouvé ce vocabulaire-là dans les archives concernant le Cameroun. Et on a un rare témoin qui a été sur les deux fronts. Il était maquisard, donc résistant au Cameroun, et ensuite il est allé en formation, formé par les Algériens en Algérie. Il a vu du napalm en Algérie, et il a dit j'ai jamais rien vu de commun au Cameroun, de similaire au Cameroun. Bon, le problème c'est que, donc en gros, on n'a pas de preuve qu'il y a eu du napalm, et on n'a pas non plus les preuves du contraire. C'est toujours la même chose, c'est toujours difficile de prouver ce qu'on ne sait pas. Donc ça, je vous réponds honnêtement comme je peux, et pour ce qui concerne les déclarations de Mesmer sur ce point, bon, c'est vraiment sujet à caution, je ne vais pas rentrer dans les détails là-dessus. Disons que rien ne prouve qu'il y a eu du napalm, rien ne prouve qu'il n'y en a pas eu. Vous posiez une question également sur le réarmement moral. Alors ça, c'est vrai que c'est un tout petit détail, mais qui est intéressant peut-être parce qu'on est en Suisse. C'est le réarmement moral, c'est effectivement une organisation assez spéciale, américaine, religieuse et politique, qui avait deux sièges, un dans le Michigan, aux États-Unis, et un à Caux-sur-Montreux. Et à Caux-sur-Montreux, ils cherchaient à... Moi, je suis venu à Genève pour rencontrer des gens du réarmement moral. Leur grande idée, c'était de dire on va réconcilier les gens en conflit dans le monde entier. Donc ils prenaient contact partout dans le monde avec tous les gens qui étaient en conflit, que ce soit par exemple les Américains et le Viet Minh, le FLN et les Français, les Grecs et les Turcs sur Chypre, etc. Et ils ont fait ça, hein, ils ont contacté tout le monde et les Allemands et les Français après la Deuxième Guerre mondiale, etc., pour faire la paix en discutant au lieu de faire la guerre. Donc a priori ça paraît bien comme ça. Et leur idée c'est de dire voilà, tout le monde peut bien se comprendre. Donc, et ils avaient effectivement contacté les Camerounais, donc les Français d'un côté, et Roland Pré, le prédécesseur de Mesmer, était venu à Caux-sur-Montreux où il avait rencontré des Camerounais et tout ça. Et ils avaient contacté Moumier, qui était d'accord pour ces discussions-là, sauf que la réunion préparatoire avait lieu aux États-Unis et qu'il n'a pas eu de visa. Et finalement, ils ont compris assez vite que le réarmement moral essayait, pour dire les choses vulgairement, de les entuber. C'est-à-dire que l'idée, c'est de dire soyez gentils avec les Français et ça va bien se passer. Et en gros, on s'aligne sur le programme américain d'une décolonisation où les Français pourraient conserver leurs intérêts au Cameroun sans aucun renoncement. Ce qui évidemment était assez peu compatible avec le programme de l'UPC, qui était de dire nous on voudrait quand même la souveraineté sur notre pays, et si la France ne renonce à rien, on va rester dans le statut. Donc c'est intéressant, bon, c'est plutôt anecdotique, mais c'est intéressant, ça a eu une influence assez forte, parce que certains leaders politiques camerounais sont rentrés dans le réarmement moral comme en religion, notamment le premier Premier ministre camerounais qui était à fond dans le réarmement moral, qui allait dans le Michigan constamment et qui était très très proche de ce mouvement-là. Donc c'est intéressant de voir comment il a pu plus ou moins être manipulé là-dedans, parce que c'était un ancien UPCiste, ce Premier ministre. Et il est devenu le Premier ministre d'Aïdjo. Donc c'est marrant parce qu'on est en Suisse de raconter ça. Et
un des responsables d'un programme de la CIA a dit que, en réalité, que la CIA manipulait ce réarmement moral, ce que nient évidemment les gens du réarmement moral. Donc, là, pour le coup, c'est l'histoire secrète de la guerre froide. Je ne suis pas du tout spécialiste, mais c'est amusant. Mais ça fait le lien avec la question sur les États-Unis, qui est aussi très intéressante. Les États-Unis et les Anglais, qu'effectivement, les Anglais, ils ont une position ambivalente et compliquée. Parce qu'ils dirigent, ils contrôlent sous l'égide de l'ONU 1/5 du pays à l'époque, jusqu'en 61. Et ils sont toujours sous la pression des Français, comme le disait Odile, les maquisards. Il se trouve que ce qu'on appelle le pays bamileke est frontalier de la zone anglophone, anglaise à l'époque. Et donc les maquisards utilisent le territoire anglais comme un sanctuaire. C'est-à-dire que les troupes françaises ne peuvent pas les poursuivre derrière la frontière. Et donc les Anglais, eux, ils disent, nous, on n'a pas de trouble chez nous. On voit effectivement venir des gens, c'est-à-dire il y avait énormément de gens qui venaient, soit qui se réfugiaient pour ne pas subir la répression française, soit qui se réorganisaient pour lancer des offensives militaires contre les troupes françaises. Et donc les Anglais, ils voyaient venir ça, ils disaient, nous, on n'a pas de problème, donc a priori, on ne peut rien faire. Au début, ils accueillent effectivement Mounier, Mandier, Marc Mounier, toute la direction de l'UPC, sauf Mounier qui était resté au maquis en Pays de Massat, ils les accueillent en 1955. Mais en 1957, sous la pression de la France, ils les expulsent, donc d'abord vers le Soudan, puis le Caire, etc. Ce qui est intéressant de noter, c'est que la pression de la France était extrêmement forte, au point que la France organisait des opérations secrètes en territoire anglais. C'est comme si les Français allaient aujourd'hui à Londres assassiner des opposants. C'est ce qu'ils faisaient, c'est-à-dire ils allaient à Bamenda ou ailleurs assassiner des UPCistes de la nuit. Et les Anglais disaient, mais attendez, là, franchissez nos frontières, c'est un viol de souveraineté quand même. Et il y avait comme ça tout un jeu secret, une diplomatie secrète entre les Français et les Anglais. Et au point que Gaston Defferre, ministre des colonies, à un moment donné, écrit carrément une lettre de menace aux Anglais en leur disant, si vous continuez à soutenir les UPCistes de votre côté de votre frontière, on ira soutenir des rébellions au Togo britannique. Il y a vraiment des menaces comme ça qui sont assez intéressantes. Et au bout du compte, comme le dit Odile, les Anglais plient toujours. Ils font semblant de résister et ils plient toujours. Et dans les archives anglaises, c'est assez amusant parce que les archives anglaises, qu'on a continué de dépouiller après le livre, on s'aperçoit que les Anglais sont parfaitement conscients de ce qui se passe. Ils savent, ils parlent de torture, ils parlent de la GGN, ils savent exactement tout ce qui se passe. C'est vraiment là des qualifications de crimes de guerre, là, il n'y a aucun souci, les Anglais le disent clairement, avec toutes les circonstances qu'il faut pour le prouver, enfin, il n'y a aucun souci. C'est amusant parce qu'il y a par exemple un mémorandum qui est fait en 1964, on croirait l'association Survie puissance 10. Si vous connaissez la hargne de l'association Survie contre la politique française en Afrique, vous voyez ce que je veux dire, c'est vraiment les Anglais disent mais les Français font n'importe quoi au Cameroun, c'est vraiment de la torture, bombardement, on a tout est dit. Et ils disent, ce qui est intéressant par rapport à ce que vous disiez aussi, c'est ils voient bien que c'est un système qui n'est pas que au Cameroun, et ils font notamment le lien avec le Sénégal. Ils disent le système qui est en train d'être mis en place au Cameroun ressemble très fortement à celui qui est au Sénégal. Mais donc les Anglais se plient toujours finalement aux desiderata de la France. Mais ils sont très en lien avec les Américains aussi. Donc on voit dans les archives anglaises qu'ils donnent toujours toutes leurs infos aux Américains. En gros, ils font l'intermédiaire entre les Français et les Américains. Et on voit dans les notes des archives anglaises qu'ils disent, ils envoient au service secret américain toutes leurs infos, ils disent mais surtout je ne le dis pas aux Français. Voilà. Alors que bon, les Américains sont très peu présents au Cameroun, ils s'en moquent en fait. Ce qui les intéresse à l'époque c'est le Congo. Le Cameroun pour eux c'est complètement périphérique, ça leur va très bien que les Français fassent ce qu'ils veulent au Cameroun. Ils sont contents qu'il n'y ait pas de communisme. Et les Anglais, c'est marrant parce qu'ils sont extrêmement lucides, ils savent parfaitement ce qui se passe, mais la conclusion des rapports c'est toujours de dire mais si ça permet d'empêcher la prolifération des communistes, ça nous arrange. Sous-entendu, ça nous arrange. Donc c'est un jeu
ça poliment, de faux cul. Et juste sur la presse anglaise et américaine, bon, ils disent pas grand-chose, hein. Ils s'intéressent assez peu à ce qui se passe au Cameroun. Ils ont peur qu'il y ait des répercussions au Nigeria, ça les intéresse. Et ils ont peur que les ressortissants anglais soient attaqués. En gros, c'est ça qui les intéresse. Mais, et c'est vrai qu'Odile a raison, il y a une plus grande libéralité, disons, de la presse, une plus grande indépendance de la presse britannique. Et du coup, les journalistes britanniques écrivent assez peu de choses sur le Cameroun, mais laissent écrire des tribunes à des gens, notamment les militants anticolonialistes britanniques, qui écrivent des tribunes dans la presse. Les fameux porteurs de valises, mais anglais pour le coup, comme Fenner Brockway ou d'autres, qui écrivent des superbes textes dans la presse anglaise. Dans la presse américaine, par contre, j'en sais rien, mais je doute fort qu'elle ait fait quelque chose. Un élément important quand même, par rapport à cette question-là, c'est que le destin du Cameroun se joue en grande partie en février-mars 1959, où à l'ONU, à New York, va être décidé si le Cameroun ira à l'indépendance avant ou après les élections. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez important, puisque s'il y a des élections avant l'indépendance, des élections sous contrôle de l'ONU, logiquement, les Camerounais peuvent désigner leur gouvernement démocratiquement. Alors, si c'est des élections après l'indépendance, ce sera des élections sans supervision de l'ONU, et du coup, tout est ouvert pour le trucage des élections. C'est ce qui va se passer. L'ONU va décider que les élections auront lieu après l'indépendance. Du coup, les élections seront complètement truquées, de l'aveu de tout le monde, y compris l'ambassade de France, et c'est évidemment Ahidjo et ses amis qui vont l'emporter. Et pourquoi je parle de ça? Parce que les Américains ont hésité à voter pour cette solution. Mais ils se sont finalement eux aussi pliés au souhait français d'avoir les élections après l'indépendance. Est-ce que je pourrais ajouter une petite chose qui n'a pas à voir, mais à propos des Anglais, mais sur une actualité qu'il faut connaître. Les Anglais ont eu leur guerre des Momos avant le Cameroun. Il y a eu la répression absolument épouvantable de la révolte des Momos au Kenya. Et donc cette guerre, qui est assez connue quand même, parce qu'il y a eu des films là-dessus. Et bien aujourd'hui, et pourtant c'est plus vieux que la guerre du Cameroun, plus ça c'était avant. Aujourd'hui, des tribunaux anglais accordent des réparations à des Momos victimes